La psychanalyse jungienne entre psychologie et développement personnel. Issue de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, la psychologie jungienne est une méthode d'accompagnement que l'on pourrait qualifier de psychospirituelle. Dans cette vidéo, nous allons commencer par découvrir les concepts phares de la psychologie analytique. Ça fera une piqûre de rappel importante. Et puis ce qui différencie la psychanalyse de Carl Gustav Jung de celle de Sigmund Freud. Bien entendu, c'est Sigmund Freud qui a inventé la psychanalyse, mais du coup, ce qu'on appelle la psychanalyse jungienne est quelque chose qui découle de l'approche de Freud et enrichi d'une autre approche qui est celle de Jung. Dans un second temps, nous verrons la différence entre psychanalyse et psychothérapie. Et en fait, cette différence dépend finalement de l'objectif de l'accompagnement et ça va influencer sur la posture du thérapeute, qu'on appelle donc un analyste quand il s'agit d'analyse. Mais d'abord, je me présente, je suis Léa Legal, analyste jungienne et onirologue, c'est-à-dire spécialiste des rêves, et je suis également formatrice en analyse jungienne des rêves. En tant qu'analyste, je propose donc un accompagnement analytique, mais également un accompagnement sur le carnet de rêves pour les personnes qui rêvent beaucoup. Donc c'est intéressant de travailler sur les carnets de rêves. Du coup, les personnes qui peuvent avoir un carnet de rêves et noter de séance en séance, on va énormément s'intéresser aux rêves qui ont surgi d'une séance à l'autre. Et je propose également des consultations ponctuelles d'interprétation des rêves pour des personnes qui en ce moment font beaucoup de rêves, des rêves qui les bouleversent et qui veulent avoir juste une consultation avec moi. Et puis cet été, j'ai créé un groupe Facebook avec les autres membres du Labo du Rêve. Donc ce groupe s'appelle Les Rêveurs et l'idée c'est de pouvoir faire une communauté de personnes qui sont passionnées par les rêves et par le travail de Carl Gustav Jung. Donc je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui est dans la description. L'analyse jungienne, la méthode développée par Carl Gustav Jung. Qui est Carl Gustav Jung ? Alors Carl Gustav Jung, c'est le fondateur de la psychologie analytique. Psychiatre suisse et auteur prolifique, ses livres témoignent de son expérience et de son intérêt passionné pour l'âme. Il a défendu une psychologie à l'écoute de l'âme et visant le développement de la richesse de la personnalité. C'est pourquoi aujourd'hui Jung, qui a une importance en psychologie en tant que psychiatre, est également considéré comme l'un des pères du mouvement actuel du développement personnel. Ainsi, dans la lignée de l'approche de Jung et de son travail, une analyse jungienne vise à entendre les requêtes de l'âme pour être alignée avec son être profond, et ce qui veut dire se réconcilier avec son passé et pouvoir développer son plein potentiel. Il s'agit d'une approche analytique dans laquelle nous allons accorder une attention particulière à ce qui monte de l'intérieur, c'est-à-dire aux rêves, aux émotions, aux sensations, à l'intuition, aux inspirations, aux pensées qui surgissent, aux expressions aussi physiques et psychosomatiques et à ce qui vient de l'extérieur. En gros, à tout ce qui vient du monde intérieur, tout ce qui agite l'être, tout ce qui crée en fait de l'agitation chez l'individu et le met en mouvement, et donc tout ce qui cherche à s'exprimer en ce moment, quelle que soit la manière dont ça cherche à s'exprimer, mais aussi aux événements bien sûr, donc les synchronicités, on parle beaucoup de synchronicité en ce moment, c'est un terme de Carl Gustav Jung et j'ai fait une vidéo sur le sujet, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi au sujet des synchronicités, mais également à tous les événements en fait qui se passent dans le monde extérieur et qui automatiquement ont un écho dans le monde intérieur et psychique de la personne. Alors quelles sont les différences entre une psychanalyse freudienne, c'est-à-dire une psychanalyse classique, et une psychanalyse jungienne ? Carl Gustav Jung s'est intéressé au travail de Sigmund Freud suite à la lecture de son livre L'interprétation du rêve. Ce livre a été publié en 1899, mais daté de 1900 par Freud qui trouvait que la date 1900 était vachement stylée. Il avait raison. Les deux hommes ont entretenu une relation épistolaire, ils se sont rencontrés et sont devenus amis. Jung fit donc partie de la première génération de psychanalystes, et d'ailleurs il fut le premier président de l'Association internationale de psychanalyse. Mais des divergences de fond apparurent entre les deux hommes, au niveau, on va dire, de leur manière de penser, donc de leur idéologie, j'aime pas le mot, mais on va dire que dans leur conception de l'âme et la conception du travail d'accompagnement, au bout d'un moment, ils ont commencé à être assez, avoir des divergences, on va dire. En l'occurrence, dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'interprétation des rêves, puisque c'est une chaîne quand même à la base dédiée à l'interprétation des rêves, Jung se rendit compte que la méthode d'interprétation des rêves de Freud était insuffisante. Parce que lui, il le pratiquait quotidiennement, au début avec énormément de ferveur. Au bout d'un moment, il s'est bien rendu compte que il pataugeait un peu dans la semoule. Et il a observé que les rêves, contrairement à ce que prétendait Freud, parlent plus du présent et du futur et de ce qui vient
que du passé finalement, même s'il y en a, des rêves qui parlent du passé, c'est plus des rêves qui cherchent à faire des esquisses de ce qui arrive et de ce qui se trame. Jung est donc devenu attentif à ce qu'on appelle la fonction d'anticipation du rêve, et Jung concevait le rêve comme un instantané du psychisme, comme un cliché de ce qui se passe en soi, et donc le rêve est de ce point de vue-là extrêmement précieux pour aider à comprendre les enjeux inconscients de la situation du rêveur, et donc de ses patients. Il se passionna pour le sujet des rêves, en accordant une grande place aux rêves en analyse, mais sans suivre finalement la méthode freudienne qu'il avait à la base enthousiasmée. Et puis Jung commençait également à remettre en cause la théorie freudienne concernant l'étiologie des névroses et la nature de la libido. Pour Freud, la libido, c'est une pulsion sexuelle, et une pulsion qui est présente dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Pour Freud, la plupart des troubles psychiques, du moins d'ordre névrotique, résulteraient d'un conflit vis-à-vis de cette pulsion qui, ne trouvant pas sa voie d'expression, se transforme en symptôme. Pour Jung, c'est différent. La libido, en termes jungiens, le mot libido pris dans le langage de la psychologie analytique, a une connotation assez différente, puisque ce n'est pas une énergie sexuelle. Ce n'est pas une énergie de nature sexuelle, la libido. C'est une énergie de vie, c'est la pulsion de vie qui certes va s'exprimer aussi dans la sexualité, automatiquement, mais pas que dans la sexualité. C'est pas sa nature, elle n'est pas sexuelle par nature, la libido. Donc elle peut s'exprimer dans la créativité, dans l'enthousiasme, dans en fait toutes les choses qu'on fait, dans toute l'énergie qu'on ressent à faire les choses. C'est l'énergie de libido qui nous anime et qui fait qu'on traverse la vie en construisant des choses, en créant des liens, en aimant, en étant vivant en fait, tout simplement. Et quelqu'un qui va être apathique et qui va galérer à vivre a un problème avec sa libido, et c'est-à-dire que son énergie psychique ne s'écoule pas au bon endroit, il y a des blocages qui se créent, et il va falloir justement comprendre ce qui bloque pour le remettre sur son chemin et lui permettre justement d'exprimer tout son potentiel. Donc pour Jung, la libido, c'est simplement l'énergie de vie. S'il y a un truc à retenir, c'est celui-là. Sauf que Freud, ça ne lui a pas trop plu que Jung élargisse sa définition de la libido, puisque du coup, ça remettait en cause pas mal de choses dans le paradigme freudien. En effet, Jung pense que toute problématique ne s'origine pas nécessairement dans l'enfance, du moins pas dans la petite enfance, et que l'inconscient personnel n'explique pas tout. Pour Jung, si on a une névrose, pas forcément qu'on a eu des problèmes dans notre passé et dans notre enfance, c'est peut-être simplement qu'on n'est pas sur notre chemin et qu'on n'est pas du tout aligné. Donc pour Jung, il faut également tenir compte de la nature profonde de l'individu. Le conflit, le trouble psychique, le mal-être et surtout le symptôme que la personne n'est pas alignée avec qui elle est vraiment, tout simplement. Il développera bientôt le concept du soi, et donc le soi, ça désigne ce noyau de l'âme de l'individu, en fait, ce qui fait sa singularité, son unicité, mais c'est également la globalité de sa personnalité avec laquelle il doit marcher, avec laquelle il doit aller à la rencontre. Donc en psychologie analytique, le soi, c'est vraiment l'idée d'aller vers sa totalité, de s'aligner profondément avec qui on est, et de passer du moi au soi, c'est-à-dire de ce que on tient pour juste, de nos limites, de nos conditionnements, à quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus mature et qui nous donne une certaine sagesse pour être beaucoup plus apaisé. Et Jung fonda la psychologie analytique. Pour se démarquer de la psychanalyse freudienne, Jung fonda donc ce qu'il appela la psychologie analytique. La psychologie analytique, c'est le nom du courant jungien, on va dire, de la psychologie, et on appelle ça aussi la psychologie des profondeurs. Donc c'est l'approche, vous imaginez bien, de laquelle je me sens la plus proche. Aujourd'hui, on dit encore psychanalyse jungienne par commodité. Car en réalité, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Je fais une psychanalyse jungienne. C'est une psychanalyse avec une orientation jungienne. Mais c'est une psychanalyse quand même. Hein. Mais cependant, en réalité, on devrait dire, pour être vraiment correct, on devrait dire une analyse jungienne, pas une psychanalyse, parce que psychanalyse, normalement, le mot, il est réservé à l'approche freudienne automatiquement, puisque c'est le mot choisi par Freud pour parler de son courant à lui. Le problème, c'est que quand on dit je fais une analyse jungienne, il n'y a personne qui comprend. Donc par commodité, on dit souvent une psychanalyse jungienne. De même, parmi les praticiens qui proposent ce type d'accompagnement, certains préfèrent se présenter comme des psychanalystes jungiens parce que simplement, en fait, de cette manière, leur activité est plus explicite, alors qu'en réalité, on devrait dire un analyste jungien. Enfin bref. Donc en psychanalyse jungienne, ou en analyse jungienne, enfin voilà, la différence aussi, c'est qu'on n'est pas étendu sur le divan. On n'est pas allongé, on est en face à face. C'est pourquoi également la consultation en visio est possible. Le rythme des séances aussi est plus souple.
Au début, en tout cas moi, ma manière de faire, c'est qu'au début, j'ai besoin de voir la personne toutes les semaines pour faire ce qu'on appelle l'anamnèse, hein, c'est-à-dire connaître la personne. Et puis au bout de quelques mois, enfin de quelques semaines ou de quelques mois selon la problématique, et puis en fait c'est vraiment au cas par cas, moi au bout d'un moment j'ai besoin d'espacer à tous les 15 jours. Alors qu'en psychanalyse freudienne ou lacanienne, ce sera au minimum 1 à 2 fois par semaine, et je crois qu'on peut même aller jusqu'à 3 fois par semaine en psychanalyse lacanienne. Donc du coup, voilà, c'est pas du tout le même rythme. Les séances aussi, en psychanalyse freudienne, les séances durent moins longtemps. En psychanalyse jungienne, elles durent plus longtemps. En général, c'est 1 heure. Et puis au niveau de la durée dans le temps, on va dire, une psychanalyse freudienne ou lacanienne est vouée à être longue, hein. C'est plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, puisque l'objectif, c'est de tirer au clair ce qu'on a vécu dans notre enfance, de revoir son passé pour l'éclairer, de partir à la découverte de l'inconscient personnel et de toutes les choses qu'on a pu éventuellement oublier ou refouler, de couper le cordon avec la famille, de tuer le père, etc. Voilà, vous avez les notions. Et donc du coup, de faire un point sur sa vie en profondeur. Donc c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, la psychanalyse freudienne. L'analyse jungienne, quant à elle, ne vise pas à élaborer le passé. Lorsque le passé s'invite, on l'accueille. Évidemment, on va devoir de temps en temps aller regarder ce qui s'est passé dans la vie de la personne sur tel ou tel point. Mais l'idée et l'objectif de l'analyse, c'est surtout de se mettre au service du présent et du futur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque? Et de permettre à la personne de se mettre en mouvement pour ce qu'il attend. Et donc automatiquement ça nécessite d'aller de temps en temps regarder dans le passé, mais on va faire comme ça un va-et-vient entre passé, présent et futur. Notre objectif à nous, c'est le présent. C'est pas d'aller décortiquer le futur de long en large en travers, hein. Ça c'est pas ça l'objectif. Donc l'objectif de l'analyse jungienne, c'est de permettre à la personne de réussir dans les challenges qui sont les siens en ce moment, et par la même occasion, les ponts entre le passé, le présent et le futur se font naturellement au besoin quand ça vient. Pour ça, l'inconscient est très fort, les associations d'idées, etc. La personne, quand elle se met à parler, automatiquement, je vis ça, ça m'a fait penser à ça et je pense à ça, etc. Et puis voilà, on fait confiance à ce qui vient, l'inconscient, il sait exactement de quoi il a besoin de parler. La psychanalyse jungienne focus sur le présent. La psychanalyse jungienne est donc axée sur le présent. Le passé va entrer en résonance avec la situation actuelle, certes, et nous aborderons les souvenirs lorsqu'ils apparaissent naturellement en séance, mais on ne va pas aller les extirper, les souvenirs, hein. Ce qui compte avant tout, c'est ce que la personne vit et ce vers quoi elle se dirige. La psychanalyse jungienne s'inscrit donc dans une dynamique proactive où la recherche des causes va de pair avec une vision finaliste. C'est-à-dire, l'idée, c'est de permettre à l'énergie de vie, cette fameuse libido, de s'écouler dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction de l'épanouissement de l'être. Et pour cela, il va falloir aller identifier les blocages et leur origine pour les faire tomber. La situation actuelle sera donc perçue sous tous ses aspects. Le thérapeute va se mettre dans une posture d'écoute active. C'est-à-dire qu'il ne reste pas mutique, il écoute, il guide le client par ses questions. Il fait les liens entre les choses abordées dans les différentes séances, entre les événements et les sujets évoqués. Il va sentir lorsqu'il est judicieux de s'attarder plus longuement sur un point, sur un sujet. Il est donc assez investi dans l'échange. Il va pas donc être quelqu'un d'une posture de sphinx, vous voyez, il y a ces psys là qui ne parlent pas, qui ne lâchent pas un mot. Non, non, pas du tout. Le psy jungien va pas raconter sa vie, mais on va quand même beaucoup plus participer, beaucoup plus dire ce qu'on voit, beaucoup plus guider. Il y a plus de partage. L'analyse jungien, il accompagne le client, l'analysant, à démêler les nœuds qui bloquent son épanouissement. Et donc l'épanouissement de l'individu étant le maître mot de l'analyse jungienne, chacun va évoluer à son rythme et à sa manière. Il va s'agir donc d'accompagner la personne en respectant le tempo de sa personnalité, sa sensibilité, le rythme de sa psyché aussi, parce que l'harmonie n'est possible que par la douceur. L'objectif est d'avoir tous les éléments, du moins un maximum d'éléments possibles, pour comprendre les enjeux de la situation actuelle de rêveur. Et pour cela, de créer les conditions possibles à l'expression de ces enjeux. On va pouvoir voir les points qui doivent être apaisés, les conflits intérieurs qu'il faudrait solder, les aspects de la personnalité à harmoniser bien sûr, et puis les actions à poser. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit au bout d'un moment de changer. En bref, il va s'agir d'aller voir les conditions à mettre en place pour s'adapter aux exigences du moment présent dans le respect de la nature profonde de l'individu. La place du rêve en psychanalyse jungienne. Les rêves ne seront pas nécessairement abordés à chaque séance. S'il y a des rêves, vous serez bien sûr encouragé à les partager, mais il y aura aussi des moments consacrés à la libération de la parole et au travail d'anamnèse, surtout dans les premières séances.
L'anamnèse, c'est-à-dire la découverte de la personne et de son histoire. Cependant, lorsqu'ils surviennent, les rêves feront l'objet d'une attention particulière, puis au bout d'un moment, on va prendre un rythme de croisière, encore une fois individuel avec chaque personne, où les personnes savent qu'elles viennent, elles commencent par parler, puis hop, j'ai eu ce rêve à vous apporter, ou alors, moi, il y en a certains qui m'envoient les rêves à l'avance, comme ça je peux les lire avant la séance, puis il y a ceux qui préfèrent démarrer par le rêve, et puis voilà, chacun prend un petit peu son habitude personnelle. Freud disait le rêve est la voie royale vers l'inconscient, et ça c'est une phrase centrale et que personne ne saurait contredire et que Jung ne cessa de creuser. Et c'est vrai que moi j'aime bien l'idée aussi de savoir qu'on vient de Freud, même si moi je suis jungienne, j'ai quand même fait une psychanalyse freudienne et lacanienne avant d'en faire une jungienne, donc pour moi c'est quand même très important de savoir que on vient de Freud et que on est quand même dans une démarche qui est une démarche de psychanalyse. Et voilà, moi j'ai pas de problème avec ça. Je sais qu'il y a certains jungiens qui sont un peu gênés avec ce mot, mais moi c'est plutôt un mot que j'aime bien. Et voilà, il faut bien savoir aussi que Jung est arrivé par les rêves grâce à Freud et que pour Freud, son travail sur les rêves, c'était la base de sa psychanalyse. Donc l'un dans l'autre, il y a quand même une filiation là qui, au-delà des guerres de chapelle, est intéressante à honorer. En effet, le rêve, c'est le meilleur moyen d'aller voir ce qui se passe dans l'arrière-boutique de la psyché. Parce qu'un rêve, c'est comme une photographie de votre psychisme. Ça vous raconte ce qui se passe en vous à un instant T. Ça peut être à un niveau émotionnel, ça peut être à un niveau réactionnel, ça peut être à exactement plein de niveaux. Mais c'est sur un mode symbolique, ok, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, comment mon âme est impactée par la situation. Dans un rêve, on peut donc voir les tensions, les points de blocage, les difficultés éventuelles, mais également les ressources pour les surmonter. On peut voir une direction prise, une direction empruntée par le rêveur ou qui s'apprête à emprunter, et les rêves ne manqueront pas de dire ce qu'ils en pensent. Si c'est une bonne idée ou pas. On verra aussi ce qui se passe dans la vie relationnelle et les moyens d'apaiser les sphères affectives et sociales. La psychanalyse jungienne accorde donc une place importante, si ce n'est centrale, aux rêves. L'analyste jungien doit savoir interpréter les rêves. Parce qu'un rêve, c'est un message de l'âme, il contient des informations précieuses pour le rêveur logées dans son subconscient. Le rêve est quelque chose qui demande à arriver à la conscience et l'interprétation permet d'accueillir la guidance du rêve, d'accueillir ses conseils. Voyons maintenant les concepts phares de Carl Gustav Jung. Le moi et le soi. Le moi, c'est la conscience de soi-même, c'est le moi de l'enfant qui devient ensuite le je par opposition au toi. Le moi, c'est donc le cadre dans lequel la personnalité se construit, influencé par son éducation, par son contexte familial et social, par son époque, par les repères et les règles qu'il a autour de lui, par ses expériences heureuses et fâcheuses. Par exemple, dans une société donnée, on va peut-être développer plutôt tel ou tel trait de personnalité parce que c'est mieux vu. Dans une autre société donnée, on va peut-être en développer plutôt d'autres automatiquement, en tout cas parce qu'on va être plutôt encouragé à le faire. Également, dans telle famille donnée, on va développer plutôt certains traits, dans une autre famille, ça sera plutôt d'autres, etc. Donc le moi, c'est ce qui permet au monde d'exister. Le moi, c'est la condition de la stabilité psychique, mais c'est aussi quelque chose qui est énormément influencé par le contexte. Et donc le problème, c'est que le moi, il est limité. Il est limité à ce qu'il connaît de lui-même, et il est limité à ce dont on a conscience. Et en faisant l'expérience de l'inconscient, en réalisant après coup que certains de nos actes étaient impulsifs, que nos intentions n'étaient pas celles qu'on croyait, qu'on angoisse sans savoir pourquoi on angoisse, en regardant en arrière dans notre histoire et dans nos actions, on est forcé d'admettre qu'autre chose existe qui nous dirige. Et que cette chose-là, elle est bien en nous, puisqu'elle est à la base de certaines de nos actes. Donc on découvre l'existence de l'inconscient, cette autre partie du psychisme, cette fameuse partie immergée de l'iceberg. Donc voilà pour le moi, qui est la petite partie de l'iceberg, et le soi, c'est la totalité de l'iceberg. Le soi, c'est donc le noyau de la personnalité, qui est à la fois l'essence de l'être, mais également qui est vachement plus large que le moi, parce qu'il contient en potentiel absolument toutes les possibilités de la personnalité, et également les potentialités qui n'ont pas été développées parce que le contexte faisait que c'était pas intéressant de les développer. Et puis il contient donc aussi l'inconscient, mais il est également plus précis, le soi, puisqu'il est totalement aligné, représentatif de la nature profonde de l'être. C'est-à-dire que si le moi va développer seulement certaines parties de la personnalité, peut-être qu'il va y avoir au bout d'un moment un manque parce que la personne se sent un peu incomplète, parce qu'elle n'est pas allée voir d'autres parties qui pourraient la rendre carrément plus fun, carrément plus riche et carrément plus intéressante. En tout cas pour elle-même déjà. Le soi, c'est donc tout simplement un synonyme de l'âme aussi.
Se relier au soi signifie se relier à ce qui on est vraiment, à son individualité, c'est-à-dire à ce qui nous différencie et qui nous rend uniques. En psychanalyse jungienne, le travail permet d'accepter cette différenciation pour ne pas se laisser aller au mouvement de la masse et pour pouvoir développer son plein potentiel en se reliant à son sentiment, à ses sensations, à son intuition et non pas seulement à ses pensées conscientes ou à ce que on a, intégré de bien ou intégré qu'il fallait faire, c'est-à-dire pas seulement en fonction de nos conditionnements. Alors on va appeler ce chemin qui nous amène du moi au soi, ce chemin absolument passionnant, pas évident mais super intéressant, on va appeler ça le processus d'individuation. Donc si le sujet vous intéresse à propos du processus d'individuation, j'ai fait 2 vidéos il y a pas longtemps sur le sujet, donc c'est 2 vidéos plutôt longues, mais je pense que ça pourrait vous intéresser. L'ombre. L'ombre, c'est la partie de la personnalité qu'on ne connaît pas. Tout ce qui se cache dans notre inconscient, que ce soit en négatif ou que ce soit en positif. Aussi, dans l'ombre, il n'y a pas seulement nos côtés obscurs, il y a aussi nos ressources insoupçonnées, il y a tous les talents qu'on s'ignore. Or, le moi, qui a été obligé de choisir une manière de se construire cohérente, le moi a privilégié certains traits de caractère à d'autres. Et puis vient un moment, à l'âge adulte, où un travail sur l'ombre est intéressant pour aller découvrir en soi d'autres aspects de notre personnalité et parfois des aspects qui, de prime abord, ne nous plaisent pas trop. Vu qu'elles sont dans l'ombre, elles n'existent pas forcément sous leur valence très positive. Sauf que si quelque chose existe en négatif, il existe toujours sous forme de potentialité dans sa valence aussi positive. Il y a toujours des couples d'opposés. Quelque chose qui est négatif existe toujours en positif. Il s'agit juste d'aller le transmuter, le transformer. Donc sur ce point, sur le travail de l'ombre et à quel point ça permet une transformation très intéressante d'aller regarder nos zones d'ombre, j'ai fait également 2 vidéos sur le sujet, ou alors je m'apprête à le faire, je ne sais plus. Normalement, je les ai déjà faites. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne et vous aurez tout sur la psychologie analytique petit à petit au fil des vidéos qu'on va publier. L'inconscient collectif. L'inconscient collectif est différent de l'inconscient personnel. Donc l'inconscient personnel, tout le monde le connaît, on doit sa découverte à Sigmund Freud, et par inconscient personnel, on entend par là notre mémoire des événements qui ont été oubliés mais bel et bien vécus. Donc ils peuvent avoir été refoulés dans l'inconscient, un petit peu comme une vague qui arrive sur le sable et qui repart derrière, pour X raisons que je vais pas développer là, et du coup leur trace dans la personnalité va continuer à influencer nos décisions parfois des années plus tard, alors qu'on n'a pas forcément accès au souvenir initial. Jung va ajouter une autre strate qui est pas qui est au-delà de notre inconscient mémoire, qui est inconscient personnel. Jung va l'appeler, cette autre strate, l'inconscient collectif. Cet inconscient collectif, c'est un petit peu la base qui relie tous les hommes entre eux. Un petit peu comme si on était tous en rhizome, vous voyez, genre dans quelque chose comme ça, relié par la terre. Donc cet inconscient collectif, c'est le socle, on va dire, de notre manière de conceptualiser et de penser qui est présent à tous les hommes. L'inconscient collectif structure le fonctionnement de la psyché humaine. Autrement dit, il nous permet de donner une définition de ce que signifie être humain. Donc sur l'inconscient collectif, également, je vous renvoie à une vidéo qui est sur ma chaîne. Et si vous préférez lire, si vous en avez marre de regarder des vidéos, vous pouvez aller également sur mon blog où j'ai aussi des articles sur tous ces sujets-là. Donc vous trouverez le lien de mon blog dans la description. Ensuite, nous avons les archétypes. Donc les archétypes sont les réalités psychiques qui permettent à la pensée de s'ordonner. On les reconnaît dans les rêves, mais ils participent aussi à nos projections et ils sont identifiables dans les constructions humaines. Dans les contes, dans les mythes, dans les religions, dans l'organisation des civilisations, dans l'art et bien sûr dans les conflits. Et les archétypes sont aussi fascinants à observer dans les rêves. La persona. La persona est le masque social. Le moi peut se confondre avec la persona, avec ce masque qui nous permet de nous montrer au monde face aux autres, en tout cas de sélectionner la manière dont on se montre aux autres. Et quand il y a identification avec la persona, c'est-à-dire avec le statut social ou avec le travail, la profession, le métier, le titre, vous voyez, avec une identification avec la belle voiture ou le mariage, je ne sais pas quoi, quand il y a une identification avec une des manières de nous montrer au monde, ça peut créer un burn-out. Ça peut créer des crises existentielles, ça peut créer des moments de grosse remise en question, car du coup, au moment donné, on va se rendre compte qu'on est un petit peu étriqué dans cette manière de nous montrer nous-mêmes et de nous prendre en fait, genre vraiment se prendre pour quelqu'un, la persona, et donc on s'est identifié à une version de nous-mêmes qui n'est qu'une toute petite partie de ce qu'on est vraiment, et du coup la crise elle va signifier salut, mais en fait je ne suis pas que ça quoi, personne ne me voit tel que je suis vraiment, ça va être ça la crise.
Et finalement, je suis qui? Qui suis-je? Et donc là, il y a un gouffre qui se crée entre qui on croit être, donc qui on croit être automatiquement, au bout d'un moment, on va y croire, et qui on est vraiment. Et ça va donner lieu à des symptômes psychosomatiques ou névrotiques. Et en tout cas, une perte de sens. Le travail analytique ici consistera à comprendre pourquoi le moi, à un moment donné, a eu besoin de s'identifier à ce masque, professionnel, social, peu importe. Et du coup, l'idée, ça va être de retrouver le chemin vers son authenticité. Et donc vers sa multiplicité, vers tout ce qui peut être. De le sortir de son costume trop étroit. Les complexes autonomes. Les complexes autonomes sont comme de petites personnalités annexes qui gravitent autour du moi et qui de temps en temps prennent sa place. C'est ce qui arrive par exemple lorsque vous agissez d'une manière impulsive et qu'ensuite vous vous dites mais je comprends pas ce qui m'a pris ou alors mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai écrit ça, voilà. S'intéresser à ce phénomène permet de tendre l'oreille à des facettes de soi qui cherchent à être entendues pour en fait comprendre vraiment quel est leur message, pourquoi elles existent, qu'est-ce qu'elles veulent dire par leur influence, et puis surtout éviter ainsi de leur permettre de trouver le prétexte pour se manifester de manière comme ça saugrenue, c'est-à-dire à notre insu, en créant des situations un petit peu désagréables qu'on n'assume pas. Donc voilà, aller identifier les complexes autonomes et s'intéresser à eux, ça permet d'être quand même beaucoup plus dans le contrôle quelque part de ce qu'on choisit et de pas se retrouver oh mon dieu mais j'assume pas ce que je viens de dire ou ce que je viens de faire. Ah oui bah intéresse-toi à ce qui a été dit là, quelle est la voix là qui s'exprimait, qui a forcé un petit peu pour s'exprimer. Les synchronicités. Les synchronicités sont des moments où une coïncidence semble faire écho à une disposition intérieure, comme si on recevait de l'extérieur un début de réponse à une question qu'on se pose. Les synchronicités sont intéressantes à observer car elles sont ce qu'on pourrait appeler des hasards signifiants, ou des hasards qui font sens et qui semblent nous inciter à nous pencher sur un sujet particulier ou à nous donner des réponses ou à nous guider. En fait, c'est comme des encouragements qui sont venus du dehors. Attention cependant, les synchronicités sont rares et c'est vraiment pas pareil qu'une simple coïncidence. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet également pour tirer un peu au clair parce qu'on entend absolument tout et n'importe quoi au sujet des synchronicités de nos jours. Le rêve, un invité de choix. Le rêve est à considérer comme un troisième point de vue qui n'est ni celui de l'analyste, ni celui de rêveur, mais qui est celui de son inconscient. En psychanalyse jungienne, on sera particulièrement attentif au rêve, à ce troisième point de vue qui ne ment pas et qui révèle sans complaisance la réalité d'une situation dans le langage symbolique qui est le sien. Ce troisième point de vue, c'est le point de vue de l'âme. Mais pour comprendre le message d'un rêve, il faut savoir l'interpréter. Tel est aussi le rôle de l'analyste jungien, qui est thérapeute, qui est analyste et qui est également interprète. Donc entendre le message d'un rêve, c'est découvrir qu'on porte en soi une intuition des choses insoupçonnées, qu'on a capté des informations sur, alors comment on les a captées, ça on s'en fiche un petit peu, hein, l'intuition c'est bien ça le propre de l'intuition, c'est d'avoir capté des choses. On peut aussi les avoir captées avec nos sens. Et donc on a capté des choses sans les avoir conscientisées. Et du coup, le message du rêve va nous restituer ce qu'on a pu capter. Donc ensuite, entendre le message de son rêve, ça permet aussi de se remettre à l'écoute des requêtes de son âme, c'est-à-dire quelque chose en moi me demande là de faire ci, de faire ça ou de réfléchir à tel sujet. Et donc ça permet d'accueillir la guidance de son intuition. Le rêve, c'est comme la voix d'une boussole intérieure qui va guider le rêveur qui reçoit le rêve, mais qui va aussi guider l'analyste qui l'accompagne. C'est pour ça que c'est absolument génial de travailler sur les rêves quand on est thérapeute, parce que du coup, avoir le soutien des rêves, ça va nous guider nous aussi en tant que thérapeute. Donc grâce à sa formation et à son expérience, l'analyste jungien va aider le rêveur à traduire le message du rêve, à écouter petit à petit les conseils de son âme, à devenir plus attentif à ce qui vient de lui et ce qui monte en lui. Et donc, de plus en plus à tenir compte des mouvements de son inconscient. Et ainsi, à pouvoir faire des choix en connaissance de cause, en conscience, en tout cas un maximum en conscience, en tout cas certainement de plus en plus en conscience, et à avancer dans la bonne direction, qui est la direction de son épanouissement et de son alignement personnel. Et donc la direction de sa vérité en réalité. Et quoi de plus important que d'être dans sa vérité? Enfin, je ne sais pas, mais pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, je pense. Et donc, qu'est-ce que c'est cette bonne direction? C'est simplement le chemin qui mène à l'accomplissement de soi, du soi, du fameux grand cercle autour du moi et également de ce qui est unique dans la personnalité. Et pour ça, il va falloir suivre l'infléchissement subtil qui appelle l'être à aller par-ci, à aller par-là et à prendre des chemins de traverse
et à chaque étape se sentir de plus en plus lui-même et de plus en plus OK. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui, ça fait une vidéo quand même ultra longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, qui était donc la première sur la psychanalyse jungienne. Une seconde vidéo complémentaire à celle-ci va être publiée la semaine prochaine. Alors pensez à vous abonner pour avoir la suite. Et puis si vous aussi vous vous passionnez par les rêves et par le travail de Carl Gustav Jung et par la psychanalyse jungienne, je vous propose d'accéder maintenant à un cours gratuit dans lequel je vous explique comment maîtriser l'analyse des rêves, sans dictionnaire des rêves, sans bouquin quel qu'il soit, et puis en marchant dans les pas de Carl Gustav Jung. Pour accéder au cours gratuit, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo dans la description. Je vous remercie encore, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Pensez à vous abonner et à bientôt.